Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Pernod Ricard? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Pernod Ricard, ici, on a les résultats financiers de l'année 2021-2022, ok, parce qu'elle publie ses résultats généralement au mois de juin de chaque année. Donc, présentement, à partir de cette période-ci, elle est déjà en plein dans l'année 2022-2023, ok. Donc, ici, on a eu les résultats au mois de juin. Vous pouvez déjà voir ici que ces résultats ont été bons, en tout cas en termes de chiffre d'affaires, on a eu de bons volumes. Ok. Donc, également, c'est une entreprise qu'on a eu à étudier aux alentours du mois de mars 2022 ici. Donc, au mois de mars, on était à 168 € ici. Donc, le prix, la valorisation ici était aux alentours des, voilà, je pense que si je regarde bien ici, on avait aux alentours des 132 € par là, en prenant en considération 17% de free cash flow et un revenu de 990 millions, 9 milliards 900. D'accord. Je pense également qu'on avait pris en termes de croissance ici, une croissance de 5% en moyenne sur les 5 prochaines années tantôt. Donc, en tout cas, dans tous les cas de figure ici, le prix qu'on avait, la valeur qu'on avait précédemment ici était moins élevée que le prix affiché, donc on n'avait pas une opportunité d'investissement à cette période-là. Donc on va essayer de regarder ici aujourd'hui avec les informations qu'on a eues sur l'année qui vient juste de se terminer ici, à quoi s'attendre pour les trimestres à venir ou bien pour l'année à venir. Donc, je vous encourage vivement à aller lire ce rapport financier ici. C'est juste un communiqué, c'est pas le rapport financier ici, c'est un communiqué en tant que tel. Vous avez les différents éléments financiers ici. Donc, dans le communiqué ici, les éléments qui ressortent ici, on vous dit que on a une augmentation du chiffre d'affaires ici, d'accord, dans toutes les régions, également dans tous les segments d'activité ici. Donc, les marques stratégiques 18%, marques stratégiques locales 18%, marques speciality 24%. Vous allez également voir qu'il y a eu un effet mix prix, donc ça veut dire que les prix ont augmenté, mais les volumes également ont suivi. Donc, on a 5% ici pour les marques stratégiques en moyenne. Donc, vous remarquez également que voilà, la croissance ici est due également au fait que les ventes ont été tirées par la forte reprise du on-trade, la résilience du off-trade et le rebond rapide du travel retail, même si les voyages restent limités depuis et vers la Chine. Donc, pour le moment, il y a eu de bons résultats, mais il faut également voir que dans la région liée à, enfin, où est-ce qu'on se retrouve la Chine ici. Voilà, ce n'était pas trop ça, d'accord, mais on a eu de bons résultats. Semble-t-il que la Chine est un marché à fort potentiel pour les compagnies qui vendent des spiritueux, d'accord, surtout des spiritueux de marque. Donc, vous avez vu ici que les résultats financiers là, on avait déjà vu Pernod Ricard. Là, ça, c'est Pernod Ricard. Donc, précédemment, on avait étudié Rémy Cointreau. Donc, ça s'est également bien passé pour eux. Je pense également que pour Diageo, même si on ne les a pas étudiés ici, on avait également de bons résultats. Mais j'ai déjà eu à étudier Diageo sur la chaîne. Donc, allez-y voir Diageo, c'est quoi? Donc, c'est D-I-A-G-E-O. Donc, je pense que c'est le plus grand groupe de spiritueux au monde. D'accord? Donc, ici, donc, dans tous les cas, dans l'ensemble, ici, on a un bon chiffre d'affaires. Au T4 également, on a un bon chiffre d'affaires avec une croissance interne de 2 milliards, de 14%. Donc, de l'orgue ici de 2 milliards 295 millions ici. Donc, vous voyez que toutes les régions, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Également, ici, le résultat net part du groupe est de 1 milliard 996. Donc, quand vous prenez le résultat net part du groupe ici divisé par le chiffre d'affaires ici, vous allez trouver comment on appelle ça? Vous allez trouver ici la marge annuelle ici, d'accord. Donc, on continue. La dette ici s'élève aux alentours de 8 milliards 657 millions. Et ce que moi j'aime bien ici, c'est que le coût moyen de la dette est de 2,3% contre 2,8% entre 2020 et 2021. Donc, ça veut dire que le coût moyen de la dette a diminué. Pourquoi est-ce que c'est bien? Pourquoi ça me donne une bonne information. Pourquoi? Parce que, en fait, on arrive dans un environnement inflationniste, les taux d'intérêt sont de plus en plus élevés, mais eux, ils arrivent à avoir une dette de moins en moins élevée. Ça veut dire qu'ils sont attractifs. D'accord? Donc, on va à contre-courant. Ça, c'est une bonne information. Donc, on a 2,3% ici grâce au refinancement obligataire. Maintenant, également, la dette nette augmente de 1 milliard 200 ici. Donc, elle s'élève à 8 milliards 657 en raison notamment de l'activité Merger and Acquisition, donc du programme de rachat d'actions d'environ 750 millions effectué dans les exercices 2021-2022. Je n'aime pas ça. Racheter les actions en émettant de la dette, je n'aime pas ça. C'est bien de racheter des actions, mais quel est le but de racheter des actions en émettant de la dette? Ça n'a pas de sens parce que les 750 millions ici que vous allez dépenser, techniquement, je vais payer des taux d'intérêt dessus. Ça n'a pas de sens en fait. Et vous rachetez les actions uniquement quand l'entreprise est sous-évaluée. Or, je ne pense pas que cette entreprise soit sous-évaluée. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc maintenant, le ratio dette nette sur EBITDA ici est 2,4 fois les EBITDA. Donc ça va, on est à peu près correct. Ici, on a un dividende ici de 4,12%, en augmentation de 32% par rapport à l'exercice précédent.
Semble-t-il que ça, c'est une information qui plaît à beaucoup de personnes. Mais bon, vous allez le voir ici que le dividende, généralement, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel on va s'accorder. On va rester pendant des mois et des mois pour dire qu'OK, donc on investit uniquement pour le dividende. Ici, tant que l'entreprise augmente ses bénéfices nets par action, c'est ça qui nous intéresse parce que les bénéfices nets par action, les free cash flow net par action, c'est de là que va découler le dividende. Donc, c'est le free cash flow net ou le bénéfice net par action qui doit croître avec le temps. OK? Pas juste le dividende. Donc, ou bien les deux doivent aller de pair. D'accord? Alors, soit un reste stable, soit un augmente. Donc, dans tous les cas de figure, on ne reste pas juste sur le dividende qui augmente. Maintenant, par rapport à l'exercice 2022-2023, une croissance dynamique et diversifiée du chiffre d'affaires sur une base de comparaison qui se normalise et un bon démarrage du T1. Donc, le T1 sera sans doute bon. OK? Le premier trimestre. Une priorisation forte des initiatives Grow Management et d'efficacité opérationnelle dans un environnement fortement inflationniste. Donc voilà, sans doute qu'ils vont augmenter à nouveau les prix pour pouvoir s'ajuster à l'inflation ici. Donc vous voyez que le management dit ceci. Face à un environnement économique difficile et instable, je suis confiant dans l'atteinte de nos objectifs financiers à moyen terme de 2023-2025 grâce à nos avantages concurrentiels et à la mise en œuvre rapide de notre transformation digitale. OK, donc on va aller directement sur les chiffres ici. Donc au niveau des chiffres ici, qu'est-ce qu'on obtient? Donc ici, on a un revenu à peu près de 10 milliards 70 millions, d'accord? 10 milliards 70 millions ici, donc on fait ici 10,07 en billion. On voit une croissance des revenus ici. Je mets ici croissance des revenus 0. Vous savez que c'est pas qu'ils n'ont pas de croissance des revenus ici, mais vous allez voir une chose. Ici, nous avons une entreprise qui augmente ses revenus, voilà, très difficilement année après année, même si ça, on semble avoir eu une très bonne année ici. Vous allez constater que quand j'enlève ça ici, vous constatez qu'on a eu à peu près, non, ça c'est pas le chiffre d'affaires ici, excusez-moi, on fait le SCAGR, donc on prend le chiffre d'affaires ici, voilà, on prend sur un an. Vous voyez qu'on a eu une croissance sur un an ici de 21%. OK. Maintenant, je vais prendre la croissance ici sur 5 ans pour essayer de dégrossir les choses ici. Donc, vous voyez que sur 5 ans, la croissance est de 3,50%, 3,5% ici. Sur 10 ans ici, on a une croissance de 2,6%. Sur 3 ans, on a une croissance ici de 5%. Donc, on a une croissance à peu près aux alentours des, voilà, 3%, 2% par là. Donc, faites attention à ça. Donc, ici, ça c'est la croissance. Donc, je prends ici croissance 0. Si on a une croissance supplémentaire, tant mieux. Si le prix actuel est correct, ça on prend en considération la croissance. Toute croissance supplémentaire, ça sera comme bonus. Maintenant, pour les free cash flow ici, je vais garder les marges de 17% ici. Vous pouvez aller calculer ça directement. Vous avez les informations sur le rapport financier ici. Donc, je vais prendre 17%. C'est sans doute plus élevé que 17% actuellement. Donc, allez-y vérifier, vous allez voir que c'est à peu près ça. Donc ici, le nombre d'actions, on a à peu près 63 millions, pas 63 millions d'actions, mais ici, le nombre d'actions, on est à peu près à 259 millions d'actions, sous réserve d'un rachat supplémentaire ici, 259 millions d'actions. Je vous ai dit que le rachat d'actions, c'est bien, mais c'est bien de racheter les actions quand les actions sont sous-évaluées, pas juste parce que si vous rachetez des actions alors qu'elles sont surévaluées, en fait, vous êtes en train de jeter de l'argent par les poubelles, en fait. Vaut mieux encore garder ce cash-là et encore s'endetter pour acheter des actions, ça n'a pas trop de sens à mon goût. Donc ça, déjà, en termes de management, je pense qu'il y a des questions à poser, d'accord? Maintenant, au niveau des PER ici, ça sera maximum 25 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Également, on ira voir ici que le net income et le free cash flow, déjà, on va les comparer. Donc, net income ici et free cash flow, juste pour voir si on va dans la même tendance ici, d'accord? Donc, on met ça. Si vous faites la moyenne ici, les net income et free cash flow, vous allez voir qu'on sensiblement on va dans la même tendance ici. D'accord? Vous voyez ici qu'ils ont des free cash flows aux alentours de 2 milliards ici, des net income aux alentours de 2 milliards ici. On a des net income plus élevés ici. Donc quand on les prend ici en free cash flow, en net income, en margin, donc je vais mettre ici en margin, vous allez voir que les net income ici, en termes de marge, sont plus élevés. Margin. Donc Pernod Ricard, on prend les net income en margin ici. Donc on met margin, voilà. Donc, net income margin ici, vous allez voir ça, je ferme ça, on ferme ici, et je remets ça ici, on remet là, et on ferme de l'autre côté, et je vais prendre les marges ici, en moyenne, d'accord? Donc, enfin, la médiane. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? 13% ici, sur les 20 dernières années, sur les 10 dernières années, 14%, sur les 5 dernières années, 16%. Actuellement, on a 18,65, regardez bien. 18,65, ok. Sur les 3 dernières années ici, on est à 15,12%. Donc, moi, j'ai pris 17% ici. D'accord? Donc, vous voyez que j'ai été assez gentil. Donc, 17%, on n'est pas très loin ici. Surtout que ça correspond à peu près plus que ce qu'on a eu sur les 3 dernières années ici. D'accord? Donc, 17%. Semble-t-il qu'on ait également de bonnes informations par rapport à l'augmentation des marges dans le futur. OK? Donc, également, cette partie-ci a été assez difficile ici. Donc, si on le remet ici en termes de yearly, donc, qu'est-ce qu'on aura ici? Voilà. Donc, en 2020, on n'a pas eu de très bons résultats. D'accord? Donc, en termes de marge ici, donc, est-ce qu'en termes de free cash flow, ça a été la même chose? En termes de free cash flow également, on a
a perdu un tout petit peu d'argent par rapport à la moyenne. Donc, c'est ça qui a eu un impact par rapport à cette entreprise ici. Mais sinon, dans l'ensemble, on est dans les 17% ici. Donc, c'est la raison pour laquelle je prends 17%. Maintenant, en termes de PER ici, Price to Earning. Donc, on prend le Price to Earning ici. Qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce que Price to Earning sur les 12 derniers mois ici? Je prends ici la moyenne. OK? Donc, vous constatez que ça a augmenté ici parce que le revenu, parce que les marges nettes ont augmenté. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas juste se baser sur un Price to Earning qui est élevé. Il faut regarder ça sur un tableau avec les marges nettes ici pour essayer d'avoir une idée générale. Parce que sinon, vous aurez une mauvaise information. Admettons qu'on était à peu près en mars 2021, vous allez vous dire que l'entreprise est surévaluée de malade. Non, pas du tout. Parce que quand on regarde bien ici, il y a eu une baisse ici. La question est de poser, la question que vous devez poser maintenant, est-ce que c'est durable ou temporaire? Si c'est temporaire, en fait, on ajuste en conséquence. Donc, vous allez voir que sans doute, on était peut-être à des marges on était peut-être à des PER de 26 fois les bénéfices et vous avez vu 278 fois les bénéfices ou bien 178 fois les bénéfices. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. OK? Donc, ici, en moyenne, le marché paye sur les 20 dernières années combien? Le marché paye ici pour les 20 dernières années à peu près 21 fois les bénéfices. 21 fois les bénéfices. OK? Disons 22 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, le marché paye 24 fois les bénéfices. 25 fois les bénéfices plutôt. Sur les 5 dernières années, il paye 29 fois les bénéfices. Sur les 3 dernières années, il paye 36 fois les bénéfices. Donc, vous voyez que les PER ont tendance à être de plus en plus élevés. Ça, par contre, je n'aime pas ça. Moi, je prends 25 fois les bénéfices et je suis déjà assez gentil par rapport à ça. OK? Donc, 25 fois les bénéfices. Donc, les gens sont de plus en plus optimistes sur cette compagnie-ci. Et quand on va en période de récession, les compagnies qui vendent de l'alcool, ça se passe généralement bien pour elles. OK? Donc, je vous laisse deviner pourquoi. Donc, ici, on va prendre ici 25 fois les bénéfices. Ça sera le maximum que je prends pour cette compagnie-ci, 25 fois les bénéfices. Donc, la dette nette ici, on va prendre directement la dette nette qui est affichée ici sur les rapports financiers, vu qu'on a l'information. Donc, on a une dette nette ici aux alentours de combien? 8 milliards 657 millions. Donc, on va regarder ici sur notre logiciel, juste pour comparer s'il nous donne généralement de bonnes informations. Donc 8 milliards 630 millions, c'est assez correct. Donc, on a tous les éléments nécessaires. Vous savez maintenant comment on va faire, vous savez ce qu'on va faire ici. Donc, quand on prend 10 milliards 700, si je ne me trompe pas, on est à combien à peu près? On est à 10 milliards 70 millions ici. Donc, ici, ce que j'aimerais faire ici, c'est ceci. Je peux prendre également ici le Forward Next Estimate, donc les revenus attendus au courant de l'année en cours présentement, donc celle qui va se terminer en 2023 tantôt. Ok, vous voyez que les analystes s'attendent à peu près à des revenus assez élevés, donc je vais être un tout petit peu gentil. On va mettre un peu de croissance dessus. Ok, donc on s'attend à peu près à avoir aux alentours des 11 milliards 750 millions. Ok, donc je vais prendre 11 milliards 750 millions et je vous ai expliqué pourquoi 11 milliards 750 millions prévision de l'année prochaine. D'accord, donc au mois de juin 2023, c'est ce qu'on devrait s'attendre à avoir parce que voilà, tout se passe bien pour le T1, T4, donc il y a de fortes chances qu'on continue à augmenter les revenus. Vous voyez que dans l'ensemble, tout est correct. OK? Donc, ici, on prend 17% ici de marge de bénéficiaires. On a des marges bénéficiaires plus élevées ici. Donc, on sera aux alentours des 2 milliards facilement. 2 milliards ici multiplié par 25 fois les bénéfices. On est aux alentours de 50 milliards ici. 50 milliards ici moins la dette nette. On a une dette nette de combien ici? Donc, on prend ici, on a une dette nette aux alentours de 8 milliards 630 millions ici. Donc, je fais ici moins 8 milliards 630 millions. D'accord? Ça nous donne ici aux alentours de 41 milliards 370. 41 milliards 370 ici divisé par le nombre d'actions. Donc, on a un nombre d'actions de combien ici? On a un nombre d'actions aux alentours de 259 millions d'actions ici. Donc, on divise ici par 259 millions d'actions. Ça donne ici au total 160 € l'action. D'accord? 160 € l'action. On a été gentil. On a pris un revenu estimé, donc par rapport à ce que disent les analystes, ici de 11 milliards 750 millions, 17% de marge bénéficiaire, 25 fois les bénéfices, moins la dette nette aux alentours de 8 milliards 630 millions. OK? Ça nous donne ici aux alentours de 160 € l'action. Donc ici, 11 milliards, donc je vais mettre ça ici directement, 11 milliards 750, 50, analystes estimate, donc estimation des analystes ici. Donc, quand on prend ici, on met combien ici? Donc, 25 fois les bénéfices, X20, ça fait ici aux alentours de 160 € l'action. OK? Donc, vous voyez que par rapport à ce qu'on avait eu précédemment ici, parce qu'on avait pris 9 milliards 900 ici, état stationnaire, sans prendre en considération la croissance, on avait pris une légère croissance ici. Donc, on a été assez, conservateur ici. Donc, vous voyez qu'on était tombé sur une évaluation aux alentours de 132 $ l'action, 132 € l'action. À cette période-là, on cotait aux alentours de 178 $ l'action. Donc, quand on prend en considération tous les éléments actuels ici, on arrive à 160 € l'action. D'accord? Si tout se passe bien. D'accord? Si tout se passe bien, on est à 160 € l'action. Donc, maintenant, on n'a toujours pas d'opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui, même quand on inclut cette grosse croissance-là qui représente à peu près de 10% par rapport à ce qu'on a cette année-ci. Donc, restons à peu près, on reste à peu près observateur par rapport à ce qui va se passer dans le futur. Mais maintenant, pour aller plus loin, il faut regarder la stratégie du management, la stratégie de croissance du management ici. Parce qu'en fait,
quand vous lisez les rapports, les états financiers ici, vous n'allez pas avoir toutes les informations par rapport à la stratégie de croissance. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis, c'est important de regarder la stratégie du management ici en termes de croissance. Peut-être qu'eux, ils ont un objectif. D'accord? Mais tant que vous ne connaissez pas cet objectif-là, vous ne pouvez pas le mettre sur le papier. Vous voyez ce que je veux dire? Le management a un objectif de croissance, certainement. OK? Ils ont un objectif de croissance. Donc, par rapport à cet objectif de croissance-là, essayez de voir quand est-ce qu'ils ont mis cet objectif de croissance-là en marche et qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'ils ont fixé cet objectif-là. OK, pour essayer de voir si on reste à peu près sur la même tendance. Vous voyez ici que c'est une entreprise qui fait des acquisitions, dont la dernière fois qu'elle a fait une acquisition, c'était en 2009 tantôt. Donc, c'est une croissance par acquisition, mais bon, ils ne font pas des acquisitions tous les jours, donc il faut faire attention par rapport à ça également. Alors, par rapport aux dividendes ici, donc vous voyez que c'est une entreprise ici qui a un potentiel de 2 milliards en termes de revenus ici. Donc, si on prend le 2 milliards ici et qu'on vous le donne en totalité de free cash flow en date d'aujourd'hui, admettons, donc ça fait à peu près divisé par 49, ça donne à peu près ici aux alentours de 4% de marge bénéficiaire. OK, excusez-moi, 4% de rendement total. Si on ne prend pas en considération la dette, bien sûr. Donc, si on vous donne la totalité des 2 milliards ici, en termes de free cash flow, en termes de dividendes, vous aurez 4% maximum. Donc ici, on a un dividende de 2 milliards, de 2,2% ici, excusez-moi. Donc ce dividende-là, il est safe, il représente à peu près un peu plus que 50% de perte ratio ici par rapport au bénéfice net. D'accord? Donc, on voit ici que ce dividende-là, il est safe. Maintenant, le dividende, est-ce qu'il a l'habitude de croire qu'avec le temps, dividende, quand on regarde ici, dividende per share, voilà, oui, c'est un dividende qui a plutôt l'habitude de croître ici avec le temps. Est-ce qu'on a l'habitude de le verser également? Oui, c'est un dividende assez croissant avec le temps, ce qui est très rare pour une compagnie européenne. Donc, on peut se dire ici qu'il y a de fortes chances qu'on continue à augmenter ce dividende-là. Donc, je vous dis que le maximum, c'est déjà 4% ici. Donc, on a 2,2% ici, ce qui me dit que, OK, techniquement, j'aime bien acheter les compagnies ici qui versent un dividende par rapport au rendement des free cash flow. Donc, quand je prends ici le 2 milliards divisé par la capitalisation boursière, je veux trouver quelque chose qui se rapproche à peu près du 10% ici. Actuellement, on est à 4%. OK? Sauf si vous pensez que la croissance de 10% en moyenne va continuer sur les 5-10 prochaines années. Et ça, franchement, pour répondre à cette question, il faut franchement lire les rapports financiers. OK? Donc, pour Pernod Ricard, on va se dire que le dividende est safe ici. 2%, c'est assez correct ici. Le rendement, si vous êtes là pour le rendement, c'est pas quelque chose d'extraordinaire non plus. Je pense que c'est une belle entreprise. Si vous l'avez acheté à un prix si vous l'avez acheté aux alentours à un prix moins élevé que ce qu'on a ici présentement ici aujourd'hui. Donc, je dirais, par exemple, est-ce qu'on peut avoir le prix de cette entreprise-ci? Donc, on va prendre ça. On va mettre ici le price ici, historical price. Alors, prix. Donc, de toutes les façons, ce que je voulais dire, c'est que si vous l'avez acheté aux alentours de la pandémie ici, donc si vous avez eu un prix aux alentours des 100 euros par là, donc ici, disons, aux alentours des 140, 160 euros, vous avez un bon prix en date d'aujourd'hui, dans le sens que vous n'avez pas surpayé, vous avez payé à sa juste valeur ici par rapport aux éléments actuels, d'accord? Donc, probable actuel, ok? Donc, 187, 160, il n'y a pas une grosse différence ici, parce que si vous regardez le marge, si vous avez, voilà, si on peut se dire ici 187, ici 188 ici, divisé ici par 160, ça vous donne à peu près aux alentours de 17%, donc 20% ici de différence. C'est pas que c'est une grosse marge ici, donc c'est-à-dire que si vous avez ici quelqu'un aime cette compagnie ici et qu'il achète à 187, vous ne surpayez pas également. Enfin, pas énormément non plus, mais il est préférable de se garder une marge de sécurité avant d'acheter une quelconque entreprise. C'est une belle entreprise, c'est vrai, on a un potentiel de croissance ici, mais il ne faut pas également oublier qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient le futur est généralement incertain, donc il faut faire attention. Moi, personnellement, si cette compagnie devrait m'intéresser, je m'attendrai aux alentours des 100 euros par là, même si je sais qu'il y a très peu de chances que cela arrive, d'accord? Mais voilà, je ne suis pas également forcé à acheter du Pernod Ricard parce que moi, j'ai des exigences en termes de croissance également, en termes de performance également, pas juste en termes de dividendes. Et si c'était juste en termes de dividendes également, je pense que si vous arrivez à choper cette compagnie, c'est avec un rendement global, d'accord, de près de 6% ici, ça peut être également une bonne chose, ok? En tout cas, ce n'est que mon point de vue. Pernod Ricard, voilà, le prix est légèrement surévalué, d'accord? J'ai bien dit légèrement surévalué. Idéalement, la valorisation devrait être aux alentours des 160 euros par là, d'accord? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo ici. Et d'ici là, n'oubliez pas, si elle vous intéresse, lisez vos rapports financiers. Je pense que c'est l'une des compagnies qui va bien se comporter en période de récession. Je ne dis pas que le prix ne va pas baisser, mais il y aura tendance à avoir moins de volatilité par rapport à d'autres entreprises qui ont, par exemple, qui ne gagnent pas d'argent et certaines qui ont des dépenses en capital très, très élevées, ok? Ou bien qui n'ont pas de pricing power du tout. C'est totalement le contraire de cette entreprise-ci. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.